Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nomino ergo sum. Je nomme donc je suis. Dirigé par Alain Koyanis et Martienne Martin. La collection Nomino ergo sum est dédiée aux études lexico-sémantiques et onomastiques, sans exclure de manière plus large celles qui prennent comme objet le fonctionnement et la construction de la signification, au plan discursif, interactionnel et cognitif. Tous les champs de l'humain sont concernés. Histoire, géographie, droit, économie, art, psychologie, sociolinguistique, mathématiques. Pour autant que l'articulation épistémologique se fasse autour des lignes de force de l'intelligibilisation linguistique du monde. Comité scientifique. Victor Alouche, Université de Montpellier. Gérard Baudet, Institut français de l'éducation, École normale supérieure de Lyon. Kurt Brenner, Université de Heidelberg, Allemagne. Vlad Koyokaru, Institut de philologie romana, Iași, Roumanie. José do Nascimento Tiute Orsay, Université Paris-Sud. Claude Ferral, Université de la Réunion. Laurent Gauthier, Université de Bourgogne. Sergei Gorajev, Université Gorki, Ekaterinbourg, Russie. Julia Kuhn, Université de Vienne, Autriche. Judith Patouma, Université Sainte-Anne, Canada. Jean-Marie Prieur, Université de Montpellier. Dominique Tiana Razafindrat Simba, Université d'Antananarivo, Madagascar. Michel Tamine, Université de Reims-Champagne-Ardenne. Diane Vincent, Université Laval, Canada. Liste des co-auteurs. Madi Amri. Ater Information et Communication. IUT Charlemagne Nancy 2. Centre de recherche sur les médiations, CREM. Université Paul Verlaine Metz. Roger Bautier. Professeur de sciences de l'information et de la communication. Leipzig, Université Paris 13. Suzy Canivinck. Postdoctorante à la chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l'économie du savoir, TELUQ, en partenariat avec le Centre de recherche sur les innovations sociales, UQAM. Chercheur associé au PREFICS, EA3207, Université européenne de Bretagne, Rennes 2. Mozaffar CHESHMEH, SOHRABI. Docteur en sciences de l'information et de la communication. Isabelle Contet. Maître de conférences en communication IUT. Membre du laboratoire Sycomore, IAE. Université Jean Moulin Lyon 3. ZOA DAHMENJ ARRIN. Université Grenoble 3. Chercheuse associée au GRESEC, EA numéro 608. Jean-Aimé DIBAKANA. Docteur en sociologie, enseignant à l'École normale sociale, Paris. José DONASCIMENTO. Ingénieur d'études en droit public, Collège d'études interdisciplinaires. Université Paris-Sud. Diana DULA Manouri. Docteur en lettres, chercheur CDHETCIRTAI, Université du Havre. Enseignante en communication à l'Université de Rouen, IUT. EDA, FITOURI. Docteur en sciences de l'information et de la communication. Laboratoire GRESEC, groupe de recherche sur les enjeux de la communication. 391 rue des Universités, 38 400 Saint-Martin-d'Air. Gabriella Giudici. Docteur en sciences de l'information et de la communication, Istituto a Pierali, Perugia. Ximena González BROQUEN. Chercheur et directrice du Centre d'études de la science, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Civic. David Hoff. Doctorant en sciences de l'information et de la communication. Centre de recherche sur les médiations, Université Paul Verlaine, Metz. Thibaut Hulin. Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique et formation, LIRDEF. Université de Montpellier. Fabien Labarthe. Chargé de recherche postdoctorale en sociologie à l'École Télécom Paris Tech, département sciences économiques et sociales, site de Sophia Antipolis, groupe de recherche Deixis Sophia. Caïs Lassuède. Docteur en sciences de gestion. Maître assistant.
Institut des hautes études commerciales Carthage Présidence, 2016 Tunis, Tunisie. Laurence Ledouarin. Maître de conférences de sociologie. Membre du Centre de recherche Individus, Épreuves, Société, Series, Université de Lille 3. Olga Marlise LODOMBE, MBIOCK. Enseignante à l'Université de Paris 10, Nanterre-La Défense. Chercheuse associée laboratoire MICAGRESIC, Médiation, Information, Communication et Art. Groupe de recherche expérimentale sur les systèmes informatisés de communication, Université de Bordeaux 3. Martienne Martin. Chercheuse associée laboratoire Oracle, Observatoire réunionnais des arts, des civilisations et des littératures dans leur environnement, Université de l'Île de la Réunion, France. Magali OLLAGNIERBELDAME. Chercheuse postdoctorant. Université de Lyon, CNRS Université Lyon 1, l'IRIS, UMR 5205, F69622, France. Ségolène Petit. Maître de conférences de sociologie. Membre du Centre de recherche Individus, Épreuves, Société, Series, Université de Lille 3. Virginie Sonnet. Doctorante en sciences de l'information et de la communication. Laboratoire CARISM, IFP Université Paris 2, Panthéon-Assas. Hypermedia Labs, CISM, Orange Labs FTR et D. Maria SONSIR Lopez. Assistante de recherche Centre d'études de la science Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI. Année THEVIOT. Doctorante en sciences politiques. Sciences Po Bordeaux Centre Émile Durkheim. Année.evio@scpob.x.fr. Naira VACAFLOR. Ater Université Bordeaux 3, et docteur qualifié en sciences de l'information et de la communication. Médiation, information, communication, art MICA. Chadi ZABET. Doctorante à l'Université de Grenoble, Grézec et Ater à l'Université de Lille 3, Jéricho. Introduction. En ce début du XXIe siècle, nombreux sont ceux qui pensent que nous sommes à peine entrés dans la préhistoire des technologies numériques. Et pourtant déjà, les usages et applications de ces technologies au sein des sociétés du Nord comme au sein de celles du Sud, ne manquent pas d'étonner en raison de leur originalité. L'observation de ces faits d'originalité conduit par ailleurs au constat d'une propriété singulière des TIC. Celle de se faire l'écho de la subjectivité des individus, de l'axiologie des acteurs sociaux et des problématiques de société en général. On comprend dès lors pourquoi cette propriété des TIC amène certains analystes à se demander si les technologies numériques n'en viennent pas à prolonger l'individu aussi bien que la société. Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, observe les perturbations introduites par l'Internet sur le terrain juridique. Elle écrit : on a tendance à surévaluer la spécificité de l'Internet du point de vue juridique, car tous ces problèmes sont ceux de la mondialisation en général, de l'internationalisation du droit et de sa mondialisation. Et le raisonnement n'est pas uniquement valable dans le champ juridique. Il est également présent dans le champ politique, les enjeux de pouvoir, et dans le champ économique, les inégalités liées à la logique de marché. Tous ces enjeux ne sont pas propres à l'Internet, ce qui m'amène à dire que, au lieu de voir l'Internet comme perturbateur, il faut peut-être le considérer comme révélateur, comme une sorte de miroir de la mondialisation. Un miroir qui pose alors la question de ce que Jean-Michel Cornu appelle joliment la tragédie des 3C. Cette fonction miroir dont parle Delmas-Marty n'autorise-t-elle pas à interroger les technologies numériques comme miroir de nous-mêmes ? Nous connaissons certes les TIC comme outils de communication et véhicules d'information. Mais les avons-nous déjà interrogés en tant que miroir de nous-mêmes ? Celui de nos contraintes et aspirations, celui de nos manques et appétits, celui de nos besoins, caprices et superficialités, celui de nos potentialités et carences, celui de nos qualités et travers, celui de nos attirances et phobies, celui de nos exigences et contradictions, etc. À travers les discours, les usages et les applications que nous construisons à partir des TIC, qu'est-ce que les outils numériques nous disent et nous apprennent sur nous-mêmes en tant qu'individus ou société, en tant que citoyens ou État,
en tant que consommateur ou entreprise, en tant qu'acteur public ou privé, en tant que culture? C'est cette propriété des outils numériques à réfléchir l'individu et la société que nous avons souhaité ici explorer dans le cadre d'une analyse qui se veut pluridisciplinaire. Des spécialistes des TIC ont accepté de se lancer dans ce premier travail exploratoire de la fonction miroir des TIC. À partir de pôles d'observation différents, individus, scènes politiques, entreprises, culture, État et société, ils ont su donner des illustrations différenciées de cette fonction miroir des TIC. On trouvera ici leur contribution. Mozaffar Cheshmeh Sorabi, dans un texte introductif à la problématique d'appropriation sociale des TIC, nous introduit aux différentes grilles de lecture dont se servent les analystes pour interroger le rapport du sujet à la technique. De ce point de vue, il nous fournit le cadre théorique pour expliquer le phénomène du miroir dans le champ de la technologie. Celle-ci, on le sait, se prête à l'analyse comme un miroir à travers le jeu des usages dont elle fait l'objet. Il importe donc d'avoir une intelligence de ce qui détermine la posture du sujet par rapport à une technologie. Sur le terrain de l'individu comme pôle d'observation, Laurence Ledouarin et Ségolène Petite nous présentent un panorama des différentes formes de l'infidélité qui se construisent à travers ou à partir des technologies numériques. Elles nous montrent combien ces formes de l'infidélité numérique, loin d'être des formes nouvelles de l'infidélité, ne sont que l'image numérique de la pluralité des seuils d'infidélité que l'individu s'autorise ou s'interdit dans la relation conjugale, indépendamment des technologies numériques. Davidoff nous introduit dans l'univers des personnes en souffrance qui témoignent de leur maladie par la voie de vidéos personnelles mises en ligne. Il nous montre combien ces confessions en ligne s'insèrent dans une stratégie de mise en visibilité de soi et opèrent à leur manière comme un écho des problèmes de société. Martienne Martin nous introduit à la problématique du pseudonyme sur Internet. Son analyse met en perspective l'idée que le choix d'un pseudonyme par l'individu comme moyen d'avancer masqué sur Internet n'est pas fortuit. Il trahit l'inscription d'une émotion au cœur de la nomination. Un peu comme si avancer masqué sur Internet permettait de porter un masque dédié aux émotions. Virginie Sonnet nous invite au point de convergence entre la télévision et le téléphone mobile. À savoir, la télévision mobile. Elle s'interroge sur ce qu'il y a de commun entre les usages de ces trois technologies d'information et de communication. Son analyse nous informe que dans les trois cas de figure, on est en présence d'une logique d'inflation occupationnelle qui fait écho aux tendances de l'individu à l'autonomisation, à l'intégration et à l'évitement de soi, le divertissement pascalien. Magali Olanier-Beldam et Thibaut Hulin nous présentent les conclusions des expériences qui, dans le cadre d'une problématique de la réflexivité, visent à confronter l'individu aux traces de sa propre activité numérique à la fois comme miroir, fidèle ou déformant de son passé et comme miroir possible de son futur. Il s'interroge pour savoir comment l'individu réagit dans ces conditions de retour sur soi. Est-il fasciné par son miroir? Ou parvient-il à l'utiliser pour faciliter son activité et si oui, comment? Jean-Aimé Dibakana nous convie sur le terrain de l'imaginaire social de l'individu sur les deux versants du fleuve Congo. Il nous invite à saisir la frénésie du téléphone portable qui s'est emparé de ces sociétés comme l'expression d'un besoin de communication certes, mais surtout comme l'expression d'un besoin de reconnaissance sociale que le téléphone portable satisfait en tant que signe de démonstration sociale. Shadizabet nous invite à porter une attention particulière à la blogosphère iranienne. Au sein de cet espace numérique, on découvre une tendance des usagers à y exprimer leur subjectivité individuelle. Cette émergence de l'individualité au sein d'une société, où les postures individuelles se doivent d'être conformes aux préjugés collectifs, traduit le mouvement d'une société en transition vers une modernité des postures. Zouad Amen Jarin nous conduit sur une autre blogosphère, celle de la Tunisie d'avant la chute de l'ex-président Ben Ali. Il nous montre combien l'émergence de cette blogosphère se présente à l'analyse avant tout comme une traduction de l'inscription permanente des rapports de force entre de fortes aspirations à l'autonomie et à l'émancipation individuelle, et des logiques de domination qui s'y opposent. Olga Lodomp porte son regard sur les nouvelles significations du moi, qui apparaissent dans l'utilisation des mass médias au sein des communautés virtuelles.
Elle interroge ces pratiques comme expression possible d'un glissement du moi unidimensionnel vers un moi pluridimensionnel. Sur le terrain de la scène politique comme pôle d'observation, Anaïs Tevio nous amène du côté des blogs et des réseaux sociaux investis par les acteurs politiques. Cette démarche des acteurs politiques doit-elle être analysée comme le miroir d'un fort narcissisme, ou comme celui d'une véritable stratégie électorale ? Son analyse nous montre en tout cas comme l'appropriation du champ numérique par les acteurs politiques leur permet de construire leur propre image sans filtre médiatique, de lifter leur image en se créant un profil numérique correspondant aux attentes de leurs électorats pour les séduire encore davantage. Naira Vakaflor et Madi Amri nous invitent à porter notre attention sur la dimension politique d'un usage observé dans quelques pays du Sud, la dénonciation de la corruption policière sur YouTube. Leur analyse laisse voir en filigrane derrière cet usage l'écho numérique de deux phénomènes inédits. D'une part, celui d'une citoyenneté en construction, d'autre part celui d'une citoyenneté en ligne qui traduit une volonté citoyenne pour le changement social. Eda Fitouri nous fait découvrir à travers le phénomène de la parabolisation massive des foyers en Tunisie, l'histoire d'un jeu, celui du chat et de la souris, auquel État autoritaire et téléspectateurs n'ont jamais cessé de jouer dans la Tunisie d'avant la chute de l'ex-président Ben Ali. Comme tel, cette histoire opère comme un miroir où l'on peut lire les logiques qui ont toujours gouverné les postures des acteurs sociaux en Tunisie en ce qui concerne les moyens de communication et d'information. À savoir, d'un côté l'inclination de l'État au contrôle par la loi de tout média qui donne aux citoyens accès au monde extérieur, de l'autre l'inclination des citoyens au contournement de la loi par le moyen de la débrouillardise pour avoir accès à une information pluraliste. Ximena González Broken et Maria Sonzire Lopez nous font découvrir l'expérience de la Fondation Infocentre au Venezuela. Cette fondation maille le territoire de points d'accès publics équipés d'ordinateurs dotés d'un Internet gratuit. Il s'agit en fait d'un modèle sociopolitique d'accès des populations au TIC, mis en œuvre par le gouvernement vénézuélien, pour contribuer à l'effectivité de sa politique de démocratie participative. Leur analyse montre combien à partir de l'analyse de ce modèle, on peut saisir les tenants et aboutissants de la politique de démocratie participative dont ce modèle est le reflet. Sur le terrain de l'entreprise comme pôle d'observation, Isabelle Contet porte son regard sur la configuration des rapports sociaux et des métiers au sein de l'entreprise dans un contexte de diffusion des TIC au sein de celle-ci. Il ressort de son analyse que les problèmes consécutifs à cette diffusion, loin d'être nouveaux, ne font que révéler sous un angle novateur un phénomène permanent auquel est confrontée l'entreprise. Celui de la conciliation entre les contraintes de la logique de productivité qui l'a gouvernée et l'impératif d'une évolution des pratiques de gestion des ressources humaines et de management. Suzy Canivinck nous entretient sur les TIC comme champ de projection des aspirations du courant libertaire en matière d'organisation du travail. Il ressort de son analyse que si les TIC offrent à ce courant une opportunité de réactualisation de l'utopie autogestionnaire, elle lui renvoie aussi en miroir les limites organisationnelles et humaines qui vouent les principes autogestionnaires à une inéluctable et prévisible dégénérescence. C'est ce dont attestent en tout cas diverses expériences qui semblent de ce point de vue informer sur un inéluctable déclin de Wikipédia. Caïs Laswed nous introduit aux analyses qui interrogent l'influence de la culture sur la posture des acteurs au sein de l'entreprise, et partant sur l'organisation même de l'entreprise. Il ressort de son analyse qu'en ce qui concerne la Tunisie, le rythme plus ou moins rapide de diffusion des systèmes d'information au sein de l'entreprise est l'écho, au sein de celle-ci, d'un décalage qui existe entre le contexte culturel exigé par les TIC et le contexte culturel tunisien. Sur le terrain de la culture comme pôle d'observation, Fabien Labarthe ausculte le discours du ministère français de la Culture depuis 1959 sur les rapports entre technique et culture. Il ressort de son analyse que le discours actuel de ce ministère sur les TIC n'est que l'écho abouti des controverses qui ont eu cours depuis 1959 au sein de ce ministère sur la question de la technique comme support d'expression, de créativité et de promotion de la culture. Mozaffar Cheshme Sorabi aborde de son côté la question de la culture technique. Il montre dans quelle mesure le degré d'appropriation des usages possibles d'une TIC varie en fonction du niveau de la culture technique de l'usager.
Sur le terrain de la société comme pôle d'observation, Diana Dula-Manouri nous convie à nous interroger sur les valeurs symboliques qu'Internet promeut en tant qu'objet médiatisé. Elle examine pour ce faire un cas de transposition numérique de la tradition de la parodie, la désencyclopédie. Il ressort de son analyse qu'en tant qu'objet médiatisé de construction en miroir d'un autre dispositif médiatique, Wikipédia, la désencyclopédie porte en elle d'une part, la trace processuelle de la source qui la précède et d'autre part, un jugement trace sur cette même source. José do Nascimento convie dans le cadre de la sociologie des usages à une interrogation sur le ressort réel du phénomène de l'explosion du téléphone portable en Afrique. Il ressort de son analyse que cette ruée sur le téléphone portable est l'expression d'une aspiration profonde à la modernité au sein de sociétés jusque-là présentées à tort comme rebelles à la modernité. Roger Bottier et Gabriela Giudici nous introduisent au cœur de la controverse entre partisans et adversaires d'une régulation de l'Internet par le droit. Derrière les arguments des uns et des autres, c'est en vérité la controverse sur les modalités mêmes de la régulation sociale qui ressurgit. Toujours sur ce terrain de la régulation du réseau, José do Nascimento s'interroge sur la nature de la logique de gouvernance et de régulation de l'Internet. Il ressort de son analyse que l'on est en présence d'une logique centrifuge et pluraliste qui se révèle à l'analyse, n'être que le miroir fonctionnel de l'axiologie centrifuge et pluraliste que véhiculent les acteurs de l'Internet. Roger Bottier. José do Nascimento. Première partie, retour sur la sociologie des usages. Récent développement en sciences sociales, vers un nouveau modèle d'appropriation sociale des technologies de l'information et de la communication. Mozaffar CHESHMEH SOHRABI. 1. Introduction. L'objectif principal de cette étude est de traiter la relation entre la technique et le social, et concerne l'appropriation sociale des objets techniques en particulier sur la trajectoire de l'appropriation sociale des technologies de l'information et de la communication. Pour cela, nous nous proposons tout d'abord de présenter une synthèse des approches de l'étude des usages, les trois approches de la diffusion, de l'appropriation et de l'innovation. Ensuite, après avoir élaboré une synthèse de ces approches et marqué la distinction entre niveaux théoriques, nous exposerons les éléments et les facteurs intervenant dans l'appropriation d'un objet technique grâce à l'utilisation des résultats obtenus sur les outils de recherche. L'analyse des données recueillies donnera lieu à la fin à élaborer un modèle d'appropriation sociale des technologies de l'information et de la communication. Mots-clés: sociologie des usages, modèle d'appropriation sociale des TIC. 2. Le cadre conceptuel de la sociologie des usages. Il existe trois courants théoriques dans le domaine des usages. Ces courants sont les approches de la diffusion, de l'innovation et de l'appropriation. Ils regroupent l'ensemble des recherches théoriques et empiriques, dont la préoccupation commune s'inscrit dans le domaine des usages sociaux des technologies de l'information et de la communication. 2.1 Approche de la diffusion. Everett M. Rogers a publié en 1962 la première édition de son ouvrage Diffusion of Innovation. Il a renouvelé les perspectives en proposant un modèle d'analyse, dénommé depuis modèle diffusionniste. Une innovation est communiquée selon certains canaux aux membres du système social, et sa diffusion est d'autant plus assurée qu'elle est simple et adaptée aux valeurs du groupe d'accueil. Miege 2005/61. L'approche de la diffusion est née de ce modèle. Everett M. Rogers insiste sur la phase de diffusion de l'innovation. Il est évident que les réflexions de Rogers s'inscrivent dans une longue tradition anthropologique diffusionniste, Miran, 1998. Ces recherches ont fait l'objet d'importantes critiques telles que celles formulées par Michel Calon et Bruno Latour, pour qui les innovateurs, nécessairement à la charnière de plusieurs mondes, doivent se faire des alliés en introduisant de l'hétérogénéité dans les groupes réseaux. Miege, 2005/61. Celle de Thierry Bardini, pour qui l'usager peut décider de rejeter l'innovation à n'importe quel moment, alors que Everett M. Rogers insiste sur le moment de la prise de décision, ou encore les critiques de Dominique Boulier, sur le statut de la technique et surtout sur le fait que les usagers modifient le dispositif qu'ils adoptent. Rogers a pris en compte cette remarque à partir de la 3e édition,
Elle contribue beaucoup à la connaissance d'une innovation qui circule à travers les réseaux sociaux. De très nombreuses recherches ont été effectuées et chacune confirme ou infirme une partie des réflexions de Rogers. 2.2 Approche de l'innovation. Contrairement à l'approche de la diffusion qui s'attache à l'étude du processus de diffusion des technologies à travers l'évolution d'un taux d'adoption, l'approche de l'innovation met l'accent sur le moment de la conception des objets techniques, c'est-à-dire des prises de décision et des choix d'ordre technique, social, économique et politique, Miran, 1998. En ce qui concerne les processus d'innovation technique, il existe plusieurs courants qui essayent de démontrer d'une part, la dimension sociale d'une innovation technique et d'autre part, d'identifier le rôle des divers acteurs participant à l'élaboration de l'innovation. Nous insisterons donc sur les trois courants actuels. Les recherches effectuées par le Centre de sociologie de l'innovation, CSI de l'École des mines de Paris, les travaux de Patrice Flichy, et le modèle sociopolitique des usages de Thierry Vedel et André Vitalis. Les travaux des sociologues du Centre de sociologie de l'innovation, CSI, prennent leurs racines dans l'approche socio-constructivisme qui s'inscrit dans la continuité de travaux menés dans le cadre de la sociologie de la connaissance scientifique, pour d'analyse de controverses scientifiques, Mulcahy, 1979, Latour et Woolgar, 1979, Rudwick, 1985, Chapin et Schaeffer, 1986, Vedel, 1994/20. Ces travaux ont montré que la validité d'une proposition scientifique ne relevait pas strictement d'arguments techniques, mais résultait d'un processus de négociation et de débat au sein de la communauté scientifique. Vedel, 1994/13-31. Par la suite, l'approche du socio-constructivisme a été étendue à l'étude de l'innovation technologique, notamment par Trevor Pinch et Wiebe Beaker, 1984. Vedel, 1994/21. Ils ont défini les objets techniques comme des construits résultant des interactions entre les divers groupes ou acteurs sociaux. En conséquence, et selon des faits scientifiques, un processus d'innovation technologique se présente ainsi comme une compétition entre différents projets et s'achève lorsque l'un d'eux s'impose sur les autres. Vedel, 1994/13-31. Bien que les travaux de Patrice Flichy se distinguent de ceux des sociologues du Centre de sociologie de l'innovation, CSI, sur un certain nombre de points, ils s'inscrivent dans le même paradigme. Si Madeleine Akrich parle du système sociotechnique, Patrice Flichy présente le cadre sociotechnique et pour lui, les dispositifs techniques sont aussi perçus comme étant des construits sociaux. Ce cadre sociotechnique, Flichy 1995/412, est le fruit de l'alliance de deux cadres. L'un qui est le cadre de fonctionnement renvoyant aux fonctionnalités de l'objet et à l'usage technique, et l'autre est un cadre d'usage qui réfère à l'usage social. De plus, Patrice Flichy insiste sur l'importance de l'imaginaire technique, qui renvoie aux représentations de l'objet technique, autant chez les concepteurs que chez ceux qui animent le développement du cadre de fonctionnement d'une nouvelle technique, Miran, 1998. Thierry Vedel a proposé en 1994 l'approche de la sociopolitique des usages. Cette approche vise à intégrer dans une même analyse une réflexion de niveau macrosociologique sur les stratégies d'offre et une analyse de type microsociologique sur les pratiques. Pour Thierry Vedel, l'utilisation des technologies dans une société se situe au croisement de quatre logiques. D'une part, une logique technique et une logique sociale qu'il est possible d'articuler en recourant au concept de configuration sociotechnique. D'autre part, une logique d'offre et une logique d'usage dont l'interaction complexe peut notamment, mais non exclusivement être approchée par une analyse en termes de représentation. Vedel, 1994/28. Le croisement de ces quatre logiques détermine des rapports d'usage spécifiques à un système technologique donné, ces rapports d'usage définissant à la fois un rapport à l'objet technique et un rapport social entre les différents acteurs. Vedel, 1994/22. 2.3 Approche de l'appropriation. Cette approche est centrée sur la mise en œuvre ou mise en usage des objets techniques dans la vie sociale, Miran, 1998, en s'appuyant sur la disparité des usages et des usagers. Les recherches effectuées dans le cadre de l'appropriation sociale analysent également les usages, du point de vue des usagers, Chamba. De plus, l'appropriation sociale des objets techniques met l'accent sur la construction sociale des usages technologiques, Jouette,
car le point le plus important est que l'usager occupe ici une place centrale dans l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour Michel de Certeau, l'utilisateur est une personne active, un inventeur méconnu ou un producteur silencieux. Thierry Vedel explique clairement la place et le rôle des usagers. Si la technologie a pendant longtemps été considérée comme structurant les usages qui en sont faits, les travaux sociologiques les plus récents tendent à renverser cette perspective et à penser la technologie comme modelée par les pratiques des usagers. Vedel, 1994/13. Les travaux de Josiane Jouette montrent cette prééminence du social dans les modalités d'utilisation des objets techniques. Ils insistent sur le rôle et la place des usagers dans le processus de l'appropriation sociale des technologies. De plus, certains auteurs ont insisté sur les notions telles que l'appropriation et l'appropriation sociale. Parmi ces auteurs, Serge Proust a défini l'appropriation d'une technologie de la manière suivante: la maîtrise cognitive et technique d'un minimum de savoir et de savoir-faire permettant éventuellement une intégration significative et créatrice de cette technologie dans la vie quotidienne de l'individu ou de la collectivité. Proust 2001/142. Il nous semble que la définition de Serge Proust sur l'appropriation d'un objet technique a 3 composantes consécutives, à savoir la maîtrise cognitive et technique, l'intégration significative et créatrice, et la technologie dans la vie quotidienne. Il est important de rappeler que Josiane Jouette a également abordé 3 composantes successives d'apprentissage, d'appropriation et de banalisation, dans l'usage social d'une technologie. Selon elle, l'usage se construit dans le temps à travers des phases successives d'apprentissage puis d'appropriation et de banalisation de la technique. Jouette, 1992/31. 3. Objectifs, problématiques et méthodologie. L'objectif principal de cet article est de déterminer la trajectoire de l'appropriation sociale des technologies de l'information et de la communication. Notre problématique s'articule autour de la spécification et la schématisation des différentes dimensions, sociales, techniques et cognitives, des usages et les éléments concernant l'appropriation sociale d'un objet technique. Nous voulons savoir s'il est possible de déterminer la trajectoire de l'appropriation sociale d'un objet technique. Nous tenterons de nous conformer à cette idée adoptée par beaucoup de chercheurs, que l'appropriation sociale des objets techniques suivait des chemins souvent imprévus, et que certains de ces objets rencontraient l'indifférence, la résistance et même l'hostilité, quand ce n'était pas l'échec. Certains incontestablement avaient oublié de penser l'opérationnalité de la technique. Miège 2005/64. Afin de voir s'il est possible de retracer la trajectoire de l'appropriation sociale d'un objet technique. Pour cela, nous nous appuyons sur une enquête qualitative par entretien semi-directif sur les usages des outils de recherche, les métamoteurs de recherche, les moteurs de recherche et les annuaires thématiques, celle qui a été menée entre mars et juillet 2004 auprès des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences exactes des établissements publics de Grenoble. L'échantillon est composé de 75 chercheurs rattachés à 15 laboratoires de recherche. 4. Évaluation du processus de l'appropriation. Les divers objets et dispositifs issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication tels que la télévision, le téléphone, la télématique, le Minitel, les chaînes Hi-Fi, l'Internet, etc., au cours des dernières décennies, et leur intégration croissante dans les foyers ont conduit à diverses recherches théoriques et empiriques pour mieux comprendre ces phénomènes. L'étude approfondie des différents concepts et cadres théoriques concernant la sociologie des usages des technologies dans le champ des sciences de l'information et de la communication montre des limites pour le processus d'appropriation sociale d'un objet technique, à la fois au niveau théorique, sur le rôle des usagers, le rôle et le statut d'objet technique, et au niveau méthodologique. Bernard Miège souligne cette question en analysant différentes études théoriques. La plupart des travaux s'accordent à considérer que les usagers jouent un rôle actif dans la formation des produits nouveaux. Peu à peu s'est donc imposée l'idée d'une interrelation de la technique et du social. Mais cette réorientation ne résout pas toutes les questions. En particulier, elle tend chez certains à faire prévaloir une relation par trop équilibrée entre la technique et le social, négligeant le rôle de l'offre et des offreurs de produits et services. Miège 2005/64. Il est intéressant de constater que les résultats de notre recherche, Cheshmeh Sorabi, 2006,
sur l'appropriation des divers services et outils d'information et de communication tels que annuaire thématique, base de données bibliographiques, base de données pérépublication, bibliothèque en ligne, catalogue des bibliothèques, courrier électronique, forum de discussion, liste de diffusion, métamoteur de recherche, moteur de recherche, littérature grise, cours en ligne, revues électroniques, sites web scientifiques, visioconférences, bibliothèque classique, courrier postal, fax, micro-ordinateur, revue papier, téléconférences et téléphone, rejoignent la démonstration faite par Bernard Miège, et confirme également que les anciens cadres théoriques présentent des limites à la fois sur les rôles du social et de la technique, et les éléments et les facteurs importants dans l'appropriation d'un objet technique. En conséquence, cela nous permet de réinterroger la problématique de l'approche d'appropriation. 5. Vers un modèle de l'appropriation sociale des objets techniques. L'analyse des différents cadres théoriques concernant l'usage des objets techniques et les résultats relatifs aux dimensions sociales, techniques et cognitives des usages du micro-ordinateur, du web et en particulier les outils de recherche, nous permettent de réinterroger la problématique de la sociologie des usages. L'étude d'ensemble des recherches théoriques sur le rôle du social et le rôle de la technique dans la construction des usages d'objets techniques et notre terrain qui comporte différents vecteurs d'information et de communication nous a amenés à proposer un nouveau modèle d'appropriation sociale d'un objet technique. Ce modèle met l'accent sur le rôle de la dimension technique, sociale et cognitive dans la formation des usages d'une technologie. Il décompose le processus d'appropriation d'une technologie en 10 sous-processus qui se renforcent et s'atténuent mutuellement. Nous regroupons ces composants en 2 parties. L'une centrée sur la technologie elle-même, et l'autre sur le sujet que nous appelons dans cette étude, l'usager. Pour les technologies, identification de caractères attracteurs et de caractères répulsifs. Pour l'usager, identification de 9 facteurs comme les critères d'appropriation, les critères de désappropriation, le renforcement et l'atténuation, la culture technique développée, le besoin, la connaissance, l'apprentissage, expérience communicationnelle, l'appropriation et enfin la banalisation comme le montre la figure 1. Selon ce modèle, le dernier maillon dans le processus d'appropriation sociale d'une technologie est la banalisation. Elle se fait à travers certains renforcements. Figure 1. Élément du modèle d'appropriation sociale d'un objet technique. 5.1 Attracteur et répulsif. Dans le procès de l'appropriation, nous considérons 2 filtres. Le répulsif pour la non-appropriation et l'attracteur pour l'appropriation. Il est important d'identifier les facteurs attractifs d'une technologie, à savoir, les capacités, fonctions, l'efficacité et les caractéristiques d'une technologie. Autrement dit, les attracteurs d'une technologie renvoient aux intérêts, aux besoins et aux attitudes d'un individu. De plus, il est essentiel de constater que le répulsif n'est que la dénégation de l'attracteur. Exemple d'attracteur, le prix bas, exemple de répulsif, le prix élevé. Ils peuvent être différents d'une personne à l'autre. En ce qui concerne l'outil de recherche favori des scientifiques, quasiment tous, 73 sur 75, ont nommé Google. Pour un individu c'est Yahoo et pour un autre c'est Copernic. La rapidité et la pertinence, des réponses ou des résultats obtenus, sont les plus puissants mobiles attracteurs pour le moteur de recherche Google. Un chercheur physicien dit à ce propos, « C'est plus rapide, plus pertinent et les résultats sont bons avec Google. Je ne regarde plus rien d'autre. » Chercheur physique numéro 64. L'efficacité se révèle un autre facteur attracteur du moteur de recherche Google, et la majorité des chercheurs insistent sur ce point. Un chargé de recherche est impressionné par l'efficacité de Google lorsqu'il compare cette qualité avec celle d'AltaVista. J'ai mis pas mal de temps à passer à Google. J'utilisais AltaVista avant et j'ai constaté une différence impressionnante car Google marche très bien. AltaVista ne trouve pas ce que je cherche alors que Google réussit. Chargé de recherche physique numéro 58. Ainsi, plusieurs chercheurs notent la facilité de la page d'interrogation. Google a 2 interfaces de recherche, une page pour la recherche simple et une pour la recherche avancée. Les chercheurs comparent la simplicité de ces 2 pages avec les autres moteurs de recherche et insistent sur la simplicité de Google, comme l'explique ce doctorant informaticien. J'ai tout essayé pratiquement, mais maintenant c'est Google uniquement. Il a quand même l'avantage d'être simple et concis,
une interface très simple, il y a un champ texte et c'est tout. Doctorant informatique numéro 23. L'information trop nombreuse sur l'interface de certains outils de recherche et le sentiment de contrainte qui nous pousse à lire une information dont on n'a pas spécialement besoin, exaspère ce directeur de recherche qui n'a pas manqué de souligner son passage de « J'ai arrêté avec Yahoo à Alta Vista. Et depuis que Google est arrivé, je n'utilise que lui. La page de recherche de Google est tellement simple, alors que pour Alta Vista et Yahoo, je me souviens de la multitude d'informations à lire. » Directeur de recherche physique numéro 51. 5.2 Besoin. L'expression « avoir besoin de » est une expression commune qui signifie ressentir la nécessité ou manquer d'une chose nécessaire. Autrement dit, elle exprime au niveau le plus élémentaire une situation de tension ou un sentiment de manque résultant d'un déséquilibre. Boudon 1998 sur 16-17. Bien qu'il existe des nuances entre les expressions besoin, désir et demande, nous aurons tendance à les confondre tous sous le même terme de besoin. En sciences de l'économie et en particulier chez les économistes classiques, le besoin-demande est le moteur de toutes les activités économiques. Par contre, en sociologie, nous nous confrontons à deux courants de pensée sur la conception du besoin. Le premier, constitué des sociologues qui mettent l'accent sur le besoin en tant qu'un produit social, est en désaccord avec l'idée des économistes qui considèrent le besoin comme des invariants de la nature humaine. Le deuxième courant comprend certains sociologues qui ont même affirmé l'inexistence du besoin. En sciences de l'information et de la communication, au sujet du besoin, nous sommes également confrontés à plusieurs courants de pensée que nous pouvons associer aux usages et usagers. Le premier, constitué des auteurs qui mettent l'accent sur le besoin d'information surtout, sur le rôle des besoins psychologiques et sociaux des usagers, comme Josiane Jouette l'indique. Les recherches sur les usages et les gratifications se sont en effet attachées à étudier la consommation des médias comme une activité finalisée répondant à une intentionnalité d'usage fondée sur les besoins psychologiques et sociaux des individus. Jouette, 1992 sur 27. Le deuxième courant renvoie aux auteurs qui traitent le rôle que joue le besoin dans le domaine des technologies d'information et de communication. Comme exemple, Thierry Vedel dans le cadre de la sociopolitique des usages analyse la représentation des usagers. Cet auteur aborde la question de besoins et des attentes des usagers dans le processus d'innovation technologique. La représentation des usagers dans un processus d'innovation technologique renvoie aux moyens par lesquels ceux-ci peuvent exprimer collectivement leurs besoins et leurs attentes et peser sur le processus d'innovation technologique. Ce type de représentation, qu'on peut imparfaitement qualifier d'institutionnel, est problématique à plusieurs égards. Vedel 1994 sur 29. Il met également l'accent sur l'importance des besoins et des attentes des usagers chez les concepteurs d'une technologie. La représentation des usagers renvoie aux images associées à la mise en œuvre du système technique considéré. Lorsqu'une technologie est proposée, ses concepteurs ont une idée de ses usages et usagers potentiels. Ils postulent des besoins et des attentes ainsi que des comportements précis de la part des futurs utilisateurs en fonction desquels ils construisent l'offre de la technologie. Vedel, 1994 sur 29. En outre, il existe d'autres auteurs qui parlent du besoin des autres angles tels que demande préexistée, comme le souligne Bernard Miège. Le finalisme technologique implique que chaque objet technique s'adapte quasi spontanément et presque sans décalage avec des demandes qui lui préexistent et auxquelles il s'ajuste aisément. Le télégraphe optique de Chappe serait ainsi une réponse à une demande de contrôle politico-militaire du territoire de la Première République menacée. Le téléphone mobile répondrait aujourd'hui à une demande croissante de communication professionnelle en tout temps et en tout lieu, etc. Miège 2005 sur 60. J'explique le besoin de la façon suivante. Un objet technique est le fruit de recherches, de longue durée, entreprises par de nombreux êtres humains. Il l'est en tant qu'expression de la culture d'une société ou d'un groupe social. Son but principal est la réponse à un besoin qui est né pour lui. Car un objet technique naît pour répondre à un besoin, désir ou demande qui préexiste. En ce qui concerne le processus d'appropriation d'un dispositif technique, le besoin est l'un des éléments de ce processus qui joue un rôle déterminant dans l'appropriation ou le rejet d'un objet technique. Il peut être plus ou moins prononcé et plus ou moins effectif, réel.
On peut trouver différentes formes de besoins comme le besoin mental, social, etc. Le détail des résultats de cette recherche dévoile le besoin comme un élément majeur du processus de l'appropriation d'une technologie. En effet, la plupart des chercheurs utilisateurs exclusifs de Google justifient leur non-utilisation d'autres moteurs de recherche par l'absence ou l'insuffisance de besoins. J'ai utilisé d'autres moteurs de recherche. Il peut en exister d'autres qui sont mieux que Google, mais je n'en ai pas besoin, enseignant-chercheur mathématiques numéro 5. Pour moi c'est pertinent, ça me suffit, je n'ai pas besoin de passer par d'autres. Doctorant informatique numéro 24. 5.3 Connaissance. Cela signifie ici la connaissance de l'existence d'une technologie. À la question « Est-ce que vous connaissez des métamoteurs de recherche comme Copernic, Metacrawler, etc. ?» La majorité des chercheurs, 72 individus sur 75, a répondu ne connaître aucun métamoteur de recherche. De même, plusieurs chercheurs soulignent qu'ils ont utilisé d'autres moteurs de recherche avant de connaître Google. Cela signifie qu'être informé de l'existence d'un objet technique est une des composantes du processus de l'appropriation sociale, comme le dit un doctorant informaticien. Avant j'utilisais AltaVista, Yahoo et Copera. Pour moi Google s'avère mieux adapté, parce qu'en fait quand j'ai commencé avec Copera, je ne connaissais pas Google. Doctorante, physique numéro 70. Un autre chercheur en expliquant l'histoire des moteurs de recherche utilisés, insiste sur sa connaissance de Google, et confirme le rôle de la connaissance dans son utilisation de ce moteur de recherche. J'utilise uniquement Google, parce qu'il marche bien. J'ai beaucoup utilisé AltaVista, avant de connaître Google. Mais il est plus rapide, plus pertinent, les résultats sont bons avec Google et je regarde plus rien d'autre. Chercheur, physique numéro 64. 5.4 Apprentissage et culture technique, développée. Ce sont des apprentissages qui se font le plus souvent sur le tas, de manière intuitive et tâtonnante, pas de manière formelle systématique. L'usager se contente donc d'un minimum et découvre éventuellement d'autres fonctionnalités dans les discussions avec des collègues. Il s'agit de la manipulation, la première utilisation, ou l'expérience communicationnelle d'un objet technique pour acquérir un minimum de savoir ou savoir-faire. Les recherches effectuées et les entretiens que nous avons réalisés sur les différents services d'information et de communication montrent que l'appropriation passe par une démarche pragmatique d'usage qui est en fait une manipulation d'objets techniques permettant l'acquisition d'un savoir-faire basique de la technologie à l'origine de la transformation au niveau de la vie sociale. L'observation et l'examen des pratiques du moteur de recherche Google, par des chercheurs nous montrent un niveau de compétence presque égal. Tous les chercheurs, 75 sur 75, connaissent les services du moteur de recherche Google, mais la plupart d'entre eux, voire les usagers les plus intensifs ou expérimentés en ont une connaissance basique. Les résultats concernant les fonctionnalités du moteur de recherche Google révèlent une sous-utilisation des possibilités offertes sur les deux interfaces de recherche de cet outil qui représentent une page de recherche simple et une page de recherche avancée. La plupart des chercheurs ne connaissent pas ou n'utilisent pas sa page de recherche avancée. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais utilisé cette page avancée. Ça me fera gagner du temps. Enseignant-chercheur physique numéro 55. J'ai jamais utilisé de page de recherche avancée, parce que je ne la connais pas. Directeur de recherche physique numéro 51. Nous constatons que certaines fonctionnalités sur les deux interfaces de recherche restent toujours inutilisées ou inconnues, même chez les usagers les plus expérimentés ou intensifs, ainsi, préférences, outils linguistiques, droits d'utilisation, pages dans lesquelles le ou les termes figurent. Ceci nous permet de penser que la tendance essentielle des usagers d'une technologie consiste davantage à découvrir et à acquérir le savoir ou le savoir-faire fondamental. Nous pouvons signaler aussi que la culture découverte, des fonctionnalités ou des possibilités offertes par une technologie, n'a pas encore été généralisée. Certains chercheurs affirment qu'ils n'ont pas fait appel à tel outil de recherche par manque de connaissances. La culture technique et la capacité d'utilisation sont donc très importantes. Un enseignant-chercheur dit à ce propos, évidemment il faut savoir. Avec l'expérience, on sait quel mot-clé va nous mener là où l'on veut. Mais dans toutes les bases de données et tous les moteurs de recherche, il faut un peu d'habitude pour maîtriser leur fonctionnement.
enseignant-chercheur informatique numéro 34. 5.5 Appropriation critères. Un individu s'approprie plutôt une technologie à partir du moment où elle ajoute quelque chose à sa vie. Si la technologie correspond aux besoins d'un individu, ou si elle est compatible avec ses besoins, et aussi si l'individu a des conditions nécessaires pour l'apprendre, alors elle sera appropriée. Chez le sujet, il existe donc des critères qui influencent l'appropriation d'une technologie. L'ensemble des critères de l'appropriation d'une technologie par une personne détermine le taux d'appropriation de cette technologie dans sa vie quotidienne. Plus la technologie est compatible avec ces critères et avec les objectifs et les besoins, plus cette technologie a de valeur pour la personne et plus le taux d'appropriation sera élevé. Par contre, si aucun ou un petit nombre seulement de ces critères se manifestent ou si des perceptions négatives d'usagers de la technologie apparaissent, alors la technologie sera désappropriée par l'un ou rejetée par l'autre. En somme, les critères d'appropriation sont l'ensemble des perceptions positives du sujet à l'usage d'une technologie ou des fonctions de l'objet technique. Nous avons fait une étude globale sur les usages des services et des technologies de l'information et de la communication, Cheshmeh Sorabi, 2006. Dans cette étude, nous avons abordé certaines questions sur les critères d'appropriation des outils et supports électroniques d'information chez les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les doctorants. Mais ici, nous insistons sur les critères d'appropriation des moteurs de recherche et en particulier Google. Google est devenu un outil important dans les activités scientifiques, recherche et enseignement. Pour certains scientifiques, l'importance de Google est telle qu'il est devenu leur portail scientifique ou leur page d'accueil, comme l'un d'eux nous l'explique. Les moteurs de recherche, c'est simple, regardez, j'appuie sur Internet et déjà ma page, mon homepage c'est Google, chercheur physique numéro 64. Un directeur de recherche, faisant la comparaison entre les différents outils de recherche, approuve ses propos et explique qu'il a mis Google en page d'accueil. J'ai utilisé d'abord AltaVista, puis Yahoo, et maintenant il n'y a que Google. Parce que je connais Google, je l'ai mis en page d'accueil au laboratoire. C'est Google qui est devenu un standard de fait, au moins dans l'environnement grenoblois. Directeur de recherche informatique numéro 36. Par Google, les chercheurs ont la possibilité de récupérer des informations scientifiques et techniques n'importe où et n'importe quand. Désormais, Google est utilisé pour servir des revues en ligne, des bases de données, des sites personnels, des auteurs, des sites scientifiques, de sociétés savantes, de laboratoires, de firmes industrielles, etc., de littérature grise, des conférences et leurs actes, des thèses et des rapports de recherche, des catalogues de bibliothèques, des cours en ligne, etc. Un enseignant-chercheur qui se sert de Google pour trouver des pages personnelles dit « J'utilise au maximum Google et je pense qu'on trouve beaucoup d'informations. Au niveau scientifique, moi ce que je cherche en premier c'est la page personnelle de la personne, car je vais trouver le maximum d'informations sur ce qu'il a fait, sur ses publications. » Enseignant-chercheur informatique numéro 32. L'accès à distance aux informations internationales constitue un autre argument pour l'appropriation de Google par les scientifiques. Plusieurs chercheurs soulignent qu'ils trouvent la majorité de ce qu'ils veulent par Google, et ils pensent que ce moteur de recherche leur permet d'éviter des déplacements, et par conséquent leur procure également un gain de temps. Ça évite de bouger. Doctorant informatique numéro 26. Ça évite de se déplacer pour rien, enseignant-chercheur physique numéro 56. Faire des recherches et des achats de matériel de travail est une autre perspective que les chercheurs ne manquent pas d'exploiter à travers Google. Se renseigner auprès des fournisseurs pour l'achat de matériel et la connaissance du type de matériel. Chargé de recherche physique numéro 63. 5.6 Désappropriation critères. Ces critères, nous les avons dessinés dans la figure 1 sous le nom de critères de désappropriation. La désappropriation comprend l'ensemble des perceptions négatives du sujet vis-à-vis de la technologie. Elles peuvent conduire au rejet direct d'une technologie, ou être un facteur atténuateur et aboutir finalement au rejet. Pour cela, nous isolons 3 critères qui jouent un rôle dans la désappropriation des moteurs de recherche comme AltaVista, Lycos, etc. Du point de vue des chercheurs, la lenteur, la moindre pertinence des résultats et la complexité de la page de recherche. C'est à cause de la lenteur, doctorant physique numéro 73.
Pour la majorité des chercheurs, AltaVista est remplacé par Google, car ce dernier est plus rapide. Avant j'utilisais AltaVista et maintenant Google pour son efficacité et sa rapidité. Peut-être qu'au début j'ai un peu comparé les données d'un moteur de recherche par rapport à un autre et qu'effectivement Google m'a semblé plus performant et surtout d'une rapidité fantastique. Chargé de recherche, physique numéro 61. La complexité de la page de recherche de certains outils de recherche s'avère une autre raison de leur désappropriation ou de leur abandon. 5.7 Renforcement et atténuation, facteurs. Les renforcements, relents behavioristes, et les atténuations sont l'ensemble des facteurs qui influencent la continuité de l'usage d'une technologie appropriée ou son rejet. Quand un objet technique est approprié et intégré dans la vie professionnelle des chercheurs, sa banalisation est renforcée par certains facteurs que nous appellerons les facteurs de renforcement. Plus une technologie s'ajuste aux besoins des chercheurs et les satisfait, plus son usage se renforce et se stabilise. Cela est confirmé par plusieurs chercheurs. En revanche, chaque fois que les besoins ne sont pas complètement satisfaits et qu'une technologie alternative disponible satisfait entièrement les besoins, la technologie précédente va être abandonnée. Plusieurs chercheurs parlent des facteurs atténuateurs et de leur rôle dans le rejet d'une technologie. Avant, j'utilisais AltaVista, mais je ne vais plus tellement sur les autres parce que Google est meilleur pour la rapidité et la pertinence des réponses. En général, je trouve ce que je cherche dès les premières réponses. Enseignant-chercheur informatique numéro 34. 5.8 Banalisation. La banalisation d'une technologie dans la vie personnelle ou professionnelle est le dernier composant du processus de l'appropriation sociale d'une technologie. Bien que l'intégration d'un objet technique dans les modes de vie puisse se produire par la greffe d'un nouvel objet sur un ancien dans le cas du Minitel et du téléphone, ou par la valorisation de l'utilité ou la pratique de l'objet, elle passe désormais par certains renforcements. Idée de sens par rapport à ces pratiques, je fais ce que je veux. Un enseignant-chercheur mathématicien qui a fortement intégré Google à son activité dit « Ça fait à peu près 4 ans que je me sers uniquement de Google, parce qu'il fonctionne bien et que j'ai l'habitude, c'est-à-dire je n'ai pas de problème avec Google, je l'essaie, ça marche et je fais ce que je veux. » Enseignant-chercheur mathématique numéro 8. Un autre enseignant-chercheur informaticien qui a mis Google en page d'accueil dit « J'ai utilisé d'abord AltaVista, puis Yahoo, et maintenant il n'y a que Google. Parce que je le connais, je l'ai mis en page d'accueil. » Directeur de recherche informatique numéro 36. Pour connaître le rôle des facteurs de renforcement dans la banalisation d'un objet technique, nous avons interrogé les usagers les plus intensifs et dans le cas du moteur de recherche Google, à partir des questions suivantes. Pourquoi utilisez-vous toujours ce moteur de recherche? Ou encore pourquoi n'utilisez-vous pas d'autres moteurs de recherche? Plusieurs réponses. J'ai commencé avec Google et je ne le quitte plus. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé ce que je voulais avec. Donc je ne me suis pas penché sur autre chose, mais il existe peut-être beaucoup mieux. Doctorante, physique numéro 68. 6. Conclusion. L'analyse des différents cadres théoriques concernant l'usage des objets techniques et les résultats relatifs aux dimensions sociales, techniques et cognitives des usages des outils de recherche nous permettent de réinterroger la problématique de la sociologie des usages et en particulier celle de l'approche d'appropriation. En somme, l'ensemble des recherches théoriques étudiées et notre terrain de recherche nous permettent de parler d'une approche socio-techno-cognitive des usages. C'est-à-dire, une approche qui comporte la dimension sociale, la dimension technique et la dimension cognitive des usages d'un objet technique. Ce modèle apporte des informations clés à l'étude des usages des objets techniques. Il englobe tous les aspects de l'appropriation sociale d'un objet technique, de la formation jusqu'à sa banalisation. Il apporte une amélioration des composantes et de la qualité dans le processus de l'appropriation sociale. Ce modèle apporte un autre avantage de taille. Il permet aux concepteurs ou producteurs des objets techniques de l'appliquer pour développer leurs produits. De plus, notre modèle pour le procès de l'appropriation sociale des technologies de l'information et de la communication est fondé sur une étude plus large des diverses sources et supports d'informations scientifiques et techniques. Nous l'avons illustré ici dans le cas des outils de recherche d'informations en ligne.
On doit maintenant envisager son application à de nouveaux objets techniques comme d'autres outils en ligne sur l'Internet, courrier électronique, commerce électronique, comme le téléphone portable, la télévision numérique, etc. 7. Bibliographie. Akrich, Monsieur 1990. De la sociologie des techniques à la sociologie des usages. L'impossible intégration du magnétoscope dans les réseaux câbles de première génération. In Technique et Culture, numéro 16 83-110. Akrich, Monsieur 1993. Les objets techniques et leurs utilisateurs, de la conception à l'action. In Raison pratique, numéro 4 35-57. Bardini, tome 1996. Changements et réseaux sociotechniques, de l'inscription à l'affordance. In Réseau numéro 76 126-155. Boudon, R. Bénard P. Cherkaoui, Monsieur et al. 1998. Dictionnaire de sociologie. Paris, Larousse VUEF. Boulier, D. 1997. Du bon usage d'une critique du modèle diffusionniste. Discussion prétexte des concepts de Everett M. Rogers. In Réseau numéro 36 31-51. Breton, P. Prou S. 2002. L'explosion de la communication à l'aube du XI-siècle. Paris, La Découverte. Calon-Latour. 1985. Les paradoxes de la modernité. Comment concevoir les innovations. In Prospective et Santé numéro 36 13-25. Certeau, Monsieur D. 1980. L'innovation du quotidien. Paris, UGE. Chamba, page 1994a. NTIC et représentation des usagers. In Vitalis, Médias et nouvelles technologies, pour une sociopolitique des usages, 45-59. Rennes, Apogée. Chamba, page 1994b. Usage des TIC, évolution des problématiques. In Technologie de l'information et société, volume 6, numéro 3, 249-269. Chamba, page 1992. Communication et lien social, usage des machines à communiquer. Paris, Descartes. Cheshmeh Sorabi, Monsieur 2006. La communauté scientifique à l'ère d'Internet. Communication, usage et changement, le cas de la communauté scientifique grenobloise en sciences de la nature. Thèse en sciences de l'information et de la communication. Sous la direction de Paquin-Segui Françoise, Université Stendhal Grenoble 3. Flichy, page 1995. L'innovation technique. Récent développement en sciences sociales. Vers une nouvelle théorie de l'innovation. Paris, La Découverte. Giddens, A. 1987. La constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration. Paris, PUF. Jouette, J. 1993a. Pratique de communication et figure de la médiation. In Réseau numéro 60 101-109. Jouette, J. 1993b. Usage et pratique des nouveaux outils. In Sfez Lucien, Dictionnaire critique de la communication 371-376. Paris, Presse universitaire de France. Jouette, J. 1992. Pratique de communication et changement social. Mémoire d'habilitation à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication. Sous la direction de Miège Bernard. Université Stendhal Grenoble 3. Lacroix, J.G. 1993. La mise en place de l'offre et la formation des usages des NTIC, le cas de Vidéoway et de Télétel. In Cahier de recherche sociologique, numéro 21, 80-122. Le Marek, J. 2001. L'analyse des usages en construction, quelques points de méthode. In Guichard-Éric, Comprendre les usages d'Internet, 147-155. Paris, Edition rue d'Ulm. Miège, B. 2005. La pensée communicationnelle. Grenoble, Pug. Miran, F. 1998. Usage des NTIC, les approches de la diffusion, de l'innovation et de l'appropriation. In http://composite.org/index.php/revue/article/view PDF interstitial /102/80. Paquin-Segui, F 2005. La formation des usages à l'ère des TIC numériques.
Inacte du colloque international, enjeux et usages des TIC, aspects sociaux et culturels, Bordeaux, tome 1, 129 à 138. Perriot, J. 1989. La logique de l'usage, essai sur les machines à communiquer. Paris, Flammarion. Proulx, S. 2005. Penser les usages des technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. Enjeux modèle tendance. Inacte du colloque international, enjeux et usages des TIC, aspects sociaux et culturels, Bordeaux, tome 1, 7 à 20. Proulx, S. 2001. Usage de l'Internet, la pensée réseau et l'appropriation d'une culture numérique. In Guichard Éric, comprendre les usages d'Internet, 139 à 145. Paris, Édition Rue d'Ulm. Proulx, S. 1994. Les différentes problématiques de l'usage et de l'usager. In Vitalis Andrès, Médias et nouvelles technologies pour une sociopolitique des usages, 149 à 159. Rennes, Apogée. Rogers, EM 1995. Diffusion of Innovation. New York, Free Press of Glencore. Roqueplot, page 1983. Penser la technique, pour une démocratie concrète. Paris Seuil. Scardilli, volume 1992. L'essence de la technique. Paris PUF. Vedel, tome 1994. Sociologie des innovations technologiques et usagées. Introduction à une sociopolitique des usages. In Vitalis Andrès, Médias et nouvelles technologies pour une sociopolitique des usages, 13 à 31. Rennes, Apogée. Vitalis, A. 1994. Médias et nouvelles technologies pour une sociopolitique des usages. Rennes, Apogée. Deuxième partie, l'individu au miroir des TIC. Le net sentimental, tester est sa capacité de séduction devenir infidèle. Laurence Ledouarin, Ségolène Petit. Les chaînes du mariage sont lourdes. Il faut être deux pour les porter, parfois trois. Alexandre Dumas. 1. Introduction. D'après l'enquête sur la sexualité en France réalisée en 2006, les technologies de l'information et de la communication contribuent désormais au scénario des rencontres affectives et sexuelles. Plus de 10% des personnes interrogées, 10% des femmes, 13% des hommes, se sont déjà connectés à des sites de rencontres sur Internet. Boson 2008 sur 276. Dans un contexte où ces outils permettent des rencontres online, certains sociologues constatent qu'elles offrent un élargissement du choix, Illouz 2006, voire facilitent la rencontre, Kaufmann 2010. Mais la plupart limitent leur terrain d'étude à des sites destinés aux célibataires, Lardelier 2004, Lévy de Pierrepont 2010, à des personnes qui souhaitent construire une relation durable ou encore à des personnes ayant préalablement vécu en couple à la recherche d'une relation à caractère sexuel ou amoureux, Marquet 2009. Outre-Atlantique, l'infidelity on the Internet a fait couler beaucoup d'encre, Maheu et al. 2001 Enline et al. 2007, Milam 2007. Passion, cyberromance, attachement réciproque online sont des thèmes qui animent notamment des psychologues et des psychiatres, Jung et al. 2000, Whitty 2003, Elsper Whitty 2010. Notre contribution se propose de plonger dans les pratiques de flirt électronique, et plus si affinité, de personnes mariées ou vivant maritalement. Après avoir brossé un panorama des discours tenus sur les adultères numériques, nous tenterons de cerner ce que l'on entend par infidélité, et le rôle des TIC dans ces relations d'à côté. Nous développerons 4 types de relations intimes qui dépendent non seulement de l'évolution des formes de médiation de la rencontre, espace numérique, rencontre en face à face, mais aussi du rapport à l'autre et de la nature des échanges. 2. L'infidélité électronique, ou le coût médiatique. La téléphonie mobile, la communication électronique ou encore les plateformes électroniques, par exemple Copains d'avant, les forums, etc., alimentent des paniques morales, Cohen 1972, relayées fortement par les médias, comme celle de l'infidélité conjugale dont les TIC seraient la cause. Internet et les textos représenteraient un péril supplémentaire pour la vie conjugale. Récemment, l'affaire entre Tony Parker et Eva Longoria a défrayé la chronique. Le couple a divorcé, suite à la découverte de l'actrice sur le téléphone mobile du célèbre basketteur, de près d'une centaine de SMS envoyés à l'épouse d'un autre joueur de basket de l'équipe de San Antonio.
Cette polémique a autorisé de multiples commentaires. Ainsi, la sociologue Joëlle Menrat argue que le SMS oublié, c'est comme la petite culotte restée dans la veste. Régulièrement, des psychiatres sont sollicités par la presse, comme Serge Tisseron, interrogé par le Journal du Dimanche à propos de son ouvrage intitulé Virtuel, Mon amour 2008. L'auteur déclare « Internet, c'est la possibilité de mener des vies parallèles. Les médias consacrent maints reportages ou dossiers aux adultères numériques. Sur la toile, on retrouve de multiples témoignages évoquant le sentiment de la trahison, le jeu de piste sur les traces numériques qui sème le doute sur l'authenticité de la relation principale. Sur un moteur de recherche, il suffit de taper les mots-clés suivants. Internet, SMS et infidélité pour sentir un vent de panique. 2. Revue de presse, trahison, dépendance, fantasme, faute, divorce, surveillance. La version électronique de Psychologie Magazine s'interroge sur les frontières de l'adultère en ligne. Consulter des sites de cybersexe, est-ce tromper ? Dans le dossier intitulé « Cliquez, est-ce tromper ?», on apprend qu'Internet permet tour à tour de s'adonner à des fantasmes dans le secret et dans la culpabilité ou inversement, d'assumer de façon narcissique une relation virtuelle, c'est-à-dire sans passer à l'acte, et rompre à tout moment en déconnectant l'ordinateur. Que ce n'est pas tant les contenus de cette relation virtuelle, mais la façon dont le conjoint l'aperçoit qui détermine si le clic est infidèle, que l'apostrophe. On peut vite devenir cyberdépendant au sexe ou au contraire, utiliser le réseau pour sauver son couple. La menace d'infidélité comme thérapie conjugale. À côté de ces discours psychologisants, de retentissantes jurisprudences vont désormais considérer ces nouvelles manières de tromper comme des preuves tangibles de la faute, Lardelier 2010 A. 133. Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour de cassation a considéré qu'un SMS constituait une preuve en matière de divorce. Plusieurs sites font référence à un cabinet d'avocats anglais, Divorce Online, qui aurait réalisé une étude sur les causes des cas de divorce dont il s'occupe. 20% des affaires traitées invoquent Facebook. Déjà, en 2004, l'Office britannique s'inquiétait de l'augmentation du taux de divorce et incriminait Internet. Selon une étude de l'American Academy of Matrimonial Lawyers, relayée elle aussi par les médias, Facebook constitue une source de preuves dans 66% des affaires de divorce américains, suivi de loin par MySpace 15% et Twitter 5%. Confère http://culture-culture-barre-culture-tiré-web-culture-culture-en-2010.html L'indignation que suscitent ces pratiques trouve ses limites dans la marchandisation. La perspective d'un nouveau marché profite à certaines officines privées qui proposent une panoplie de logiciels espions. Par exemple, le logiciel FlexiSpy offre une large gamme de fonctionnalités pour surveiller l'éventuelle infidélité de sa partenaire. Enregistrement discret des SMS, des mails reçus et envoyés sur le smartphone, localisation GPS et tracking des déplacements, écoute environnementale, permet d'appeler le smartphone en mode secret, de le faire décrocher et d'écouter l'environnement en utilisant le micro de l'appareil, écoute des conversations en direct. Avant, il était possible d'ouvrir des lettres d'amour, d'épier des discussions téléphoniques, de fouiller les poches ou les sacs à main du partenaire, de faire appel à un détective privé. Aujourd'hui, les couples y ajoutent le fait de fureter dans les mails et les SMS, voire recours à un cyberdétective. D'après le journal Le Monde, dans un article paru le 29 décembre 2010, en 2 ans, la société Promibs a vendu 2000 licences de logiciels espions dans les pays francophones, notamment en France, en Belgique et en Suisse. D'autres officines fournissent des alibis aux infidèles, comme le site Merci Maggie dont l'annonce est explicite. Vous avez besoin d'aventure, vous souhaitez pimenter votre quotidien et vous laisser charmer. L'agence Merci Maggie ne vous juge pas. Elle vous permet de vivre votre aventure sans prendre le risque de détruire votre famille. L'agence Merci Maggie vous assure une couverture complète pour vos escapades extra-conjugales. De nouvelles parades font face à l'indiscrétion du partenaire. Ainsi, la société Promibs vend également un logiciel à installer sur le téléphone portable pour éviter la lecture intrusive et intempestive de SMS. 2.2 Des discours médiatiques aux ambiguïtés de la réalité statistique.
Alors qu'Internet a investi les foyers et que les offres de plateformes relationnelles se sont multipliées, le nombre de partenaires extra-conjugaux déclarés au cours des dernières années n'a pas explosé. En effet, en reprenant les données de l'enquête Contexte de la sexualité en France, menée en 2006, Charlotte Levan 2010, dénombre qu'une proportion relativement faible des femmes et des hommes vivant en couple depuis au moins 1 an ont déclaré avoir eu au moins un partenaire sexuel autre que leur conjoint au cours des 12 derniers mois. 3,6% des hommes et 1,7% des femmes. En 1992, dans l'enquête ACSF, c'était le cas de 6% des hommes et de 3% des femmes, Spira et al., 1993. Loin de s'être banalisée, cette pratique apparaît plutôt comme un phénomène relativement stable. Pour autant, si le multipartenariat simultané n'est pas élevé au cours des 12 derniers mois ou au moment de l'enquête CSF, Bajos, Boson et al., 2008, la proportion d'enquêtés déclarant avoir vécu au moins une période de relation parallèle au cours de leur existence est relativement importante. 34% des hommes et 24% des femmes, Léridon 2007 sur 224. D'une certaine manière, au fil d'une vie, le multipartenariat simultané concerne un nombre non négligeable d'individus, mais il apparaît comme une pratique peu ordinaire et momentanée. Il est possible qu'il survienne dans des phases de construction, avant la stabilisation conjugale ou de transition, la fin d'un couple se cumulant parallèlement avec la création d'un nouveau couple. Les enquêtes sur les pratiques sexuelles des Français délimitent les contours de l'infidélité en traitant la question du multipartenariat simultané. Pour autant, l'infidélité n'est pas toujours perçue à travers le seul passage à l'acte sexuel. Par exemple, en 2010, l'IFOP a produit une enquête sur l'infidélité pour le compte de Gliden, premier site de rencontre destiné aux personnes mariées ou vivant maritalement. Le site annonce que 58% des Européens considèrent une relation sentimentale, pas physique, comme de l'infidélité. Les Italiens sont plus stricts puisque 70% considèrent cette pratique comme une infidélité. On trouve le commentaire suivant, et le flirt. Mesdames, vous est-il déjà arrivé de vous lever le matin et de vous faire belle pour un collègue de travail? Messieurs, vous vous confiez à votre collaboratrice, vous riez avec elle et vous aimez cela même si vous savez que ça n'ira pas plus loin? C'est plaisant pour l'estime de soi, n'est-ce pas? Et pourtant 61% des Français et Italiens considèrent cela comme une infidélité, contre 33% des Espagnols. Et que tous les Glindiens naissent, se rassurent, seulement 22% considèrent que se rendre sur un site de rencontre, c'est tromper. Converser en ligne ne serait pas tromper, car le corps ne serait pas impliqué, Milam 2007 sur 20. Or l'idée d'un corps désincarné est toute relative. On peut rougir en conversant en ligne, être généreux, frissonner ou sentir différents signes de plaisir, érection, sécrétion vaginale, etc., se masturber, Le Doirin 2011. Il demeure que l'infidélité est parfois perçue, avant même sa consommation sexuelle. Ainsi, d'après un sondage CSA Madame Figaro, réalisé en juillet 2009, 44% des Français estiment que l'infidélité commence dès l'envoi d'un SMS un peu chaud. Pour plus d'un Français sur 2, la faute est commise dès que l'on embrasse une autre personne. Sur cette base, 19% des Français ont ainsi avoué avoir trompé leur partenaire. Dans cet espace flou de l'infidélité, une enquête menée auprès d'étudiants néerlandais constate que par rapport à l'infidélité en ligne, les hommes développent davantage un sentiment de jalousie quand le corps est engagé et l'acte consommé, infidélité sexuelle, mais sont plus enclins à tolérer une infidélité émotionnelle, Grothoff et al., 2009. 3. De quelle infidélité parlons-nous? Les sondages de l'IFOP et du CSA ainsi que l'enquête réalisée auprès des étudiants néerlandais soulèvent un problème. À force d'employer le terme d'infidélité sans jamais prendre soin de le définir au préalable, on peut se demander ce que signifie se déclarer infidèle, et à quelle réalité cela renvoie: coucher, aimer, flirter, se masturber, regarder un film pornographique, sourire, séduire, se pomponner avant de se rendre au travail, surfer sur un site de rencontre? Dans les consciences individuelles, l'infidélité se conjugue au pluriel. 3.1 Une définition à géométrie variable, le vécu de l'infidélité. Faut-il consommer pour tromper? Ou bien le simple fait d'y penser et de regarder ailleurs suffit-il pour trahir son partenaire?
L'infidélité est une notion à géométrie variable, et l'émotion que les sites de rencontres ou les plateformes relationnelles suscitent varie selon la définition que l'on en donne. Psychologie Magazine, par exemple, désigne sous le terme adultère sur Internet le fait que certains hommes consultent des sites pornographiques à l'insu de leur compagne. Étant donné le caractère subjectif de l'infidélité, quel crédit accorder à la question ? Avez-vous déjà été infidèle à votre partenaire ? Que veut dire être infidèle ? Dès lors que cet acte renvoie à un ensemble de valeurs qui, à l'échelle de l'individu ou de son couple, est singulier ? Afin d'obéir aux impératifs de délimitation de l'objet, propre à toute recherche, Charlotte Levan, 2010, s'est dotée d'une définition, certes partielle de l'infidélité, mais qui a le mérite de reposer sur des critères objectivables. Elle a ainsi centré sa recherche sur une population d'infidèles définie comme suit. Des hommes et des femmes vivant en couple, ayant eu volontairement des relations sexuelles extraconjugales avec un partenaire, à l'insu et contre le gré de leur conjoint ou compagnon-compagne. Il existe une grande variété d'expériences possibles de mener une relation clandestine et parallèle à l'union principale. Par-delà la singularité de chaque expérience, deux logiques contrastées semblent structurer la diversité des comportements qui oscillent entre deux pôles, respectivement nommés par Charlotte Levan 2010, infidélité relationnelle et infidélité personnelle. L'infidélité relationnelle résulte d'abord d'une insatisfaction de la relation conjugale. A contrario, l'infidélité personnelle s'explique en référence à la trajectoire et à la personnalité de celui ou celle qui entame une relation à l'insu de sa partenaire. Cette césure majeure esquisse le trait le plus saillant du tableau fort contrasté de l'infidélité contemporaine. Entre ces deux pôles, l'auteur repère un éventail de situations qui se réfèrent à 4 grands types de relations extraconjugales, allant de l'infidélité propre à une insatisfaction d'ordre intime, à l'infidélité vécue comme une composante normale de la vie en couple, confère figure 1. D'un côté, la relation extraconjugale cherche à combler les carences de l'union principale. De l'autre, le partenaire collectionne les aventures extraconjugales, le plus souvent éphémères, bien qu'il soit satisfait de l'union principale. Entre les deux, Charlotte Levan distingue l'infidélité instrumentale, pour se venger comme prétexte ou encore pour s'évader, et l'infidélité expérience, pour se construire et faire l'expérience de la nouveauté, notamment quand le couple s'est construit précocement. Figure 1, typologie des comportements infidèles, Levan 2007. 3.2 Conjugué TIC et infidélité, le cadre d'émergence de la relation. À chaque type d'infidélité, les TIC peuvent jouer un rôle, le Douarin Levan 2010. Ainsi, quand l'infidélité résulte d'une insatisfaction d'ordre intime, cette dernière peut être comblée par les liaisons numériques jusqu'au passage à l'acte sexuel. Quand l'infidélité devient un instrument pour signifier que cela n'est plus possible, ou qu'elle permet de rendre la monnaie de sa pièce à un conjoint ayant eu une aventure extraconjugale, Internet offre la possibilité d'éprouver sa propre union par le marché des relations qu'il met à disposition, Illouz, 2006. Néanmoins, il semble nécessaire d'opérer plusieurs distinctions. Certaines relations extraconjugales sont consommées dans l'acte sexuel antérieur aux liaisons numériques. Dans ce cas, la rencontre initiale s'est généralement produite sur le lieu du travail, dans une association, au sein du réseau amical, etc. Bref, dans des espaces traditionnels de rencontres amoureuses, Boson, Errand 2006, et les TIC permettent d'agencer cette double vie. Ces outils techniques facilitent l'organisation d'une relation extraconjugale préexistante. Ce sont à la fois des supports de la relation qui l'aident à tenir, et qui la condamnent dès lors que les traces d'usage trahissent l'existence d'une conjugalité invisible aux yeux d'un partenaire officiel. Plusieurs stratégies sont en effet mises en œuvre par les usagers qui ont un ou plusieurs partenaires, à côté de l'union principale, se doter d'équipements personnels, exploiter la mobilité du téléphone à domicile et se déplacer pour favoriser l'isolement, positionner l'écran et contrôler les regards intrusifs, paramétrer les dispositifs pour interdire leur accès, le Douarin Levan 2010. Mais la discrétion est une gageure à cause des traces d'usage laissées sur ces outils. Le témoignage d'Ariane, paru dans Journal Le Monde du 29 décembre 2010, illustre ce propos. J'ai regardé les SMS enregistrés sur le téléphone de mon mari. J'ai tout de suite été étonnée par un numéro qui revenait souvent,
et qui ne correspondait à aucun prénom. Il s'agissait d'une suite de lettres au hasard. Et j'ai vu les échanges de mots doux, les rendez-vous fixés, les j'ai envie de te voir, etc. J'ai eu le souffle coupé. Je lui ai immédiatement demandé s'il m'avait trompé. Il m'a répondu que cette infidélité datait de plus d'1 an. Je n'avais rien vu. Ce ne sera jamais plus comme avant. J'ai souvent un pincement quand j'entends la sonnerie, lui indiquant qu'il a reçu un SMS sur son téléphone. S'il n'avait pas gardé ses messages sur son portable, je n'en aurais jamais rien su. D'autres rencontres ont initialement émergé d'Internet, autour d'un centre d'intérêt commun par exemple. Appartenant à une communauté électronique, Nathalie, 38 ans ingénieure, irriguait le forum d'un site de jeu en ligne de ses interventions multiples. Elle participait régulièrement aux délibérations en ligne au sujet des intentions du site, de la charte graphique, des normes à véhiculer, etc. Au fur et à mesure que son couple se décomposait, elle trouvait derrière l'écran l'oreille attentive d'un homme, 31 ans, informaticien, de la même tribu informatique qui lui donnait des conseils et lui remontait le moral. Ils vivent aujourd'hui ensemble et forment une famille recomposée. Enfin, Internet permet également de retrouver une ancienne connaissance. L'espace numérique n'est pas le lieu primaire de la rencontre, mais il a offert l'opportunité de retrouver une ancienne relation. C'est le cas par exemple d'Amélie, 37 ans, enseignante, mariée à un éducateur spécialisé, 2 enfants. Sur le site de copains d'avant, elle a retrouvé son premier amour et en 2 semaines, sa vie a basculé. Elle a quitté son mari et lui a laissé pendant 1 mois la charge des enfants, le temps de retrouver le fil de sa trajectoire. Ces distinctions ont le point commun de réduire l'infidélité à l'acte de consommer, qui suppose au préalable la rencontre. Dans ces configurations, le modèle de Charlotte Levan permet d'interpréter le rôle des TIC dans les relations extraconjugales. Mais il existe des relations numériques d'à côté qui se cantonnent au réseau, sans que la rencontre en face à face constitue un point de passage obligé. On peut badiner sur le net, instrumentaliser l'autre pour tester son potentiel de séduction, inventer un personnage, une histoire ou encore s'essayer à, se masturber devant l'écran, etc., sans jamais rencontrer cette personne. Ces pratiques n'entraînent pas systématiquement des relations en face à face, ni des relations durables par écran interposé. Ainsi, dans l'enquête de Milam 2007, plus des 2/3 des personnes mariées ou vivant maritalement qui utilisent des charooms pour s'adonner à un flirt électronique n'ont pas pris contact au-delà de l'écran. Pour savoir ce qui est susceptible de relever de l'infidélité, encore faut-il comprendre la nature des relations qui se tissent en ligne, savoir si la relation se découple du cadre d'émergence pour se prolonger en face à face et enfin, ce qui est toléré au sein du couple. 3.3 Les relations. Instrumentalisation versus personnalisation. Dans l'espace du net sentimental, il faut distinguer les liens qui instrumentalisent le rapport à l'autre et les relations qui perdurent et personnalisent le rapport à l'autre. Dans le premier cas, l'autre est au service de soi et son action permet de tester ses propres capacités de séduction, de se valoriser, de chercher des compliments, etc. Méthode de l'éducation électronique. Hyper narcissisante, Lardelier 2010b. Dans ce cas de figure, le conjoint peut couper le lien facilement en éteignant son ordinateur et en ne donnant plus de nouvelles. Il peut passer au suivant, c'est-à-dire produire des liens à la chaîne. Le lien est précaire et se zappe, les relations sont affectivement neutres. Mais dès lors que les protagonistes ne se sentent plus substituables, le lien peut se transformer, il se personnalise et se tisse une relation d'affection. Il est possible qu'un pont s'érige vers une relation plus sérieuse qui se traduit par un désir de rencontre en face à face, ou à défaut quand la distance géographique est trop grande, par le manque, l'angoisse d'un portable silencieux ou d'une boîte aux lettres vide. En effet, pour reprendre les propos de Michel Grossetti 2009, les relations ne restent pas nécessairement prisonnières des contextes dans lesquels elles se créent, elles s'en découplent. On entre alors dans une seconde phase. Les liaisons numériques survivent à l'écran qui s'éteint et tout devient possible. On peut badiner sur le net, à la différence que le jeu devient sérieux au point parfois de franchir l'étape de la rencontre et de construire une relation durable. La relation survit en l'absence du contexte originel,
voire elle résiste à la disparition de la médiation initiale pour lui substituer d'autres canaux, webcam, téléphone, rendez-vous dans un espace public, hôtel, etc. Casili 2010. S'entendre, se voir, se parler en face à face, se faire des cadeaux, donne corps à la relation et la personnalise. Le tiers n'est plus vraiment substituable au point que des liens forts se tissent. Grossetti 2009. Malgré les apparences, la frontière entre les deux figures esquissées n'est pas si nette. D'une certaine manière, elles font écho à la théorie de l'échange social de Peter Blau 1964, qui distingue deux extrêmes en réalité liés par un continuum, des échanges où prime le bien et d'autres le lien. Entre les deux, une série d'interactions est possible où le bien est au service du lien, les cadeaux par exemple, et inversement, comme l'échange d'informations au sein des communautés d'experts. Les relations instrumentales portent en elles la possibilité de basculer vers une mise en relation durable. Les liaisons numériques, en se prolongeant dans une rencontre en face à face, deviennent potentiellement des liaisons dangereuses qui pourraient supplanter l'union officielle. Potentiel, car comme le remarque Eva Illouz en étudiant les scénarios de rencontres sur l'Internet sentimental, alors que l'attirance qu'on éprouve pour une autre personne précède en général la connaissance qu'on a d'elle, sur Internet, la connaissance précède l'attirance, ou du moins précède la présence physique et la dimension corporelle des interactions sentimentales. Illouz 2006/145. Dans les espaces de rencontres ordinaires, l'autre incarne une présence entourée d'interrogations et de mystères à percer. Avec les échanges par télécommunication, il est possible que chacun des protagonistes commence par dévoiler ses secrets, en tout cas ceux qu'il offre. Au temps de la rencontre, le maintien de la relation est conditionné à l'espace du désir et au dépassement des premières impressions physiques quand elles sont négatives. Pour Eva Illouz, la rationalisation de la recherche du partenaire, notamment sur les sites de rencontres où l'on peut trier, sélectionner et paramétrer les caractéristiques du partenaire idéal, a pour effet de défaire les émotions, voire d'empêcher leur apparition. Si les uns et les autres ont pu, apparemment, trouver un partenaire adapté à leurs exigences et à leurs petits désirs, la connaissance préalable de l'autre peut défaire dans le même temps les conditions d'une rencontre amoureuse. Soit parce qu'Eros n'est finalement pas au rendez-vous, soit parce que l'envie de percer le mystère de l'autre n'est plus, puisqu'il a été une condition préalable à la rencontre en face à face. 4. L'appropriation du net sentimental et les systèmes relationnels. D'une certaine façon, si on croise les deux axes suivants. L'axe 1 résumant la nature de la relation, instrumentalisation versus personnalisation, et l'axe 2 précisant le type de médiation, espace numérique ou rencontre en face à face, on peut dresser 4 formes de relations susceptibles d'être expérimentées par des personnes mariées ou vivant maritalement et qui explorent l'Internet sentimental, confère figure 2. Les effets de ces relations d'à côté dépendent du système relationnel propre à chaque couple, c'est-à-dire du degré d'autonomie de ses membres, de la définition de ce qui est tolérable et des sanctions. Bien sûr, surfer sur le web pour flirter reflète une sorte d'autonomie au sein du couple, une forme de libération où chacun vit sa vie personnelle comme une aventure sans nécessairement la consommer dans l'acte sexuel, ni se désengager de la vie conjugale. Cette quête d'autonomie est plus ou moins grande, mais surtout plus ou moins tolérée par le conjoint. Le degré d'acceptation de ces pratiques, et leur perception comme une marque d'infidélité dépendent des modes de régulation propres à chaque couple. 4.1 Type de relation d'à côté dans l'Internet sentimental. Le croisement des axes fige. C'est une limite propre à toute tentative de typifier les relations alors qu'elles sont dynamiques et susceptibles de se prolonger les unes et les autres dans les trajectoires de vie. Les relations découlent d'un processus qui s'élabore au cours du temps. Ainsi, peut-on passer des relations instrumentales à des relations plus personnelles et inversement. Les utilisateurs peuvent certes se limiter à l'espace numérique, ou cumuler avec des rencontres en face à face. Au-delà de ces réserves, on peut décrire 4 scénarios de relations sentimentales qui utilisent, à un moment donné, le net comme canal des échanges. Figure 2. 4 formes de relations susceptibles d'être expérimentées par des personnes mariées ou vivant maritalement qui explorent le net sentimental. Le premier scénario est celui du polygaming, l'art délié de 010B. Le web sentimental permet de tester, de chercher des compliments, d'y puiser des gratifications narcissiques, de trouver du plaisir, etc.
les échanges électroniques d'ordre sexuel ou romantique sont simplement perçus comme une autre forme de loisir et de divertissement sur un terrain de jeu virtuel, Milam 2007/20. Il demeure que ces échanges sont parfois soustraits au regard et à l'écoute du conjoint. Cette dissimulation souligne deux phénomènes. Le premier renvoie à la tension propre à l'individu en couple, entre obligation morale et fidélité éthique, Martuccelli 2006, qui exprime le fait de remplir des obligations liées à la vie commune tout en restant fidèle à soi-même et à ses territoires personnels. Le second renvoie à un code éthique où l'infidélité est plutôt évoquée à partir de la souffrance de celui dont la confiance a été trahie et du désordre relationnel introduit, et moins comme une transgression de l'ordre moral et des conventions sociales, ibidem. 191. Pour préserver la confiance du conjoint, certains vont cacher leurs pratiques pour éviter de le blesser, d'autres les dévoiler selon l'estimation du risque qu'ils prennent à jouer la carte de la transparence et des normes propres à la culture conjugale. Si ce badinage peut paraître anodin et répond à un besoin de respiration au sein du couple pour trouver un équilibre, Kaufman 2010, l'ivresse de l'estime de soi sur le net peut, dans la vraie vie, produire des insatisfactions d'ordre conjugal ou au contraire, stimuler le côté sexuel de la relation avec le conjoint, Milam 2007/23. Les relations d'à côté ne sont pas dangereuses en soi pour le couple, mais peuvent le devenir si le conjoint se sent trompé, ou si l'infidèle y puise des gratifications supérieures à celles de sa vie de couple ordinaire. Le deuxième scénario, des aventures à la chaîne, s'inscrit potentiellement dans le prolongement du premier, quand décision est prise de passer sur le terrain de la rencontre en face à face pour accumuler les aventures sans lendemain. La vengeance peut également amener certains conjoints à se mettre en chasse sur le net pour réagir dans le conflit, suite à l'infidélité de leur partenaire, et instrumentaliser les liens noués. Ainsi, après avoir découvert des mails équivoques sur le compte mail de son conjoint, Maureen témoigne dans Le Monde, 29 décembre 2010, de son désir de le tromper à son tour et que Internet semblait être un terrain de chasse tout à fait acceptable. Elle ajoute : « D'ailleurs sur MSN déjà je discutais avec un autre homme. Il est si simple de parler sur Internet, on se sent à l'abri derrière son écran, on ne fait rien de mal, c'est assez déculpabilisant. Mais, si elle instrumentalise au départ les liens tissés sur le réseau, cette infidélité-vengeance peut déboucher sur une véritable relation. » Pour Maureen, ces aventures sur le net se sont conclues par un happy end. Fort heureusement, par Internet également, j'ai retrouvé la joie grâce à mon nouveau conjoint, qui m'aime et que j'aime depuis 3 ans maintenant. On retrouve ici en partie le modèle de Charlotte Levan. Cependant, ces relations d'à côté n'impliquent pas nécessairement de passer à l'acte sexuel, et la multiplication de ces aventures entraîne des conséquences variables selon le seuil de tolérance du conjoint à l'égard de cette pratique. Le troisième scénario s'organise autour de centres d'intérêt communs, d'épreuves similaires à surmonter. La relation à l'autre sur le terrain virtuel constitue un support de soi pour tenir et faire face aux adversités, ou pour trouver des sources de gratification. On y croise un compagnon de jeux vidéo, un amoureux de la nature, un passionné de voile, etc., ou encore une vieille connaissance. Dans ce contexte, il arrive que l'on sorte du cadre d'origine et de l'échange technique des savoir-faire pour former un nouveau collectif, une dyade qui personnalise la relation. Nathalie, 38 ans ingénieure, appartenait à une communauté de jeux vidéo. Elle y a trouvé un partenaire, Christophe, 31 ans, informaticien, pour écouter ses malheurs et ses problèmes de couple. En outre, dans une société de l'incertitude où les individus doivent entreprendre de se construire de manière autonome et responsable, les arbitrages qu'ils opèrent peuvent leur laisser un goût amer, comme le sentiment de s'être trompé de voie et d'avoir fait le mauvais choix. Retrouver son premier amour sur Internet donne l'illusion de pouvoir activer la fonction replay de son existence et d'en explorer toutes les possibilités. Enfin, le dernier scénario illustre l'alchimie qui s'opère entre l'intimité électronique et la rencontre en face à face au point de construire une relation durable et de forger une conjugalité invisible. Après avoir personnalisé le lien numérique en multipliant les échanges, en diffusant des photos, en s'appelant au téléphone, en organisant des séances de webcam, bref en se sentant en relation, il arrive que soit émis le souhait de se rencontrer pour de vrai, avec son lot d'illusions ou de désillusions, de satisfaction ou de déception. Dès lors que le couple et la famille connaissent les aléas des séparations et des recompositions,
Les relations extraconjugales sont jugées dangereuses, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles de provoquer une fission amoureuse et un désordre sexuel. Ce dernier scénario est un cadre propice à la formation d'un nouveau couple, qui peut tantôt rester dans l'ombre quand l'union principale reste prioritaire, tantôt se substituer à l'ancien et consolider la relation nouvelle. C'est le divorce ou la séparation. 4.2 Resituer l'infidélité au cœur du système relationnel. Vivre en couple aujourd'hui s'inscrit dans un contexte où les Français seraient de plus en plus nombreux à refuser l'infidélité conjugale. Bréchon, Tchernia 2009. Parallèlement, se diffuse la norme selon laquelle les individus ont le droit de mener leur vie privée, de préserver leur intimité personnelle au sein même du couple, de Singly 1996. Cette injonction à être soi dans le couple tend à faire émerger le risque de l'infidélité. Dans la mesure où la séparation est plus envisageable qu'autrefois, les relations extraconjugales sont considérées comme plus dangereuses, à l'aune des conséquences qu'elles peuvent avoir sur le couple et moins parce qu'elles sont considérées comme une faute ou un péché. Levan 2010/29. L'expérience conjugale exacerbe une tension entre le désir de transparence, fusion panoptique, et la préservation d'un jardin secret, territoire personnel, entre l'exigence de fidélité pendant le temps qui unit le couple et les opportunités de rupture qui légitiment l'infidélité. Cette exigence est d'autant plus grande que, aujourd'hui, le couple devient le lieu par excellence d'une nouvelle exploration sexuelle, et que la fantaisie et l'exploration sexuelle sont fortement encouragées dans le couple et critiquées, voire dénigrées, en dehors de lui. Martuccelli 2006/189. Dans ce contexte normatif d'injonction à être soi et de devoir moral de fidélité, les pratiques d'exploration sentimentale et sexuelle présentent une variété de visages, selon qu'elles sont restreintes à une interaction médiatisée par l'écran d'un ordinateur et selon la teneur du lien clandestin qui s'élabore. À partir de quel moment sont-elles appréhendées sous le sceau de l'infidélité ? Une limite des travaux de Charlotte Levan est de réduire l'infidélité aux seules relations sexuelles parallèles au couple. Elle inscrit l'infidélité à un temps avancé de l'histoire des interactions entre un homme et une femme, celui de l'acte sexuel, et occulte le caractère dynamique de la construction relationnelle. Or, certaines interactions, qu'elles aient lieu par écran interposé ou en face à face, avant même la concrétisation sexuelle, sont parfois interprétées par les protagonistes ou par leurs conjoints comme franchissant les frontières de la fidélité attendue au sein du couple. Comme toute norme sociale, la fidélité et son contraire, l'infidélité, sont actualisées, parfois débattues, ou encore sanctionnées dans l'univers restreint des autres qui comptent. À la plus petite échelle, l'appréhension de la fidélité s'inscrit dans un système relationnel qui met en scène deux liens. La relation clandestine d'un côté, le couple de l'autre. En d'autres termes, l'infidélité se comprend dans l'univers de la triade et de l'interdépendance des relations au sein desquelles le couple peut soit inhiber, soit favoriser la survenue de l'autre. Ferrand 2007. L'empêchement d'une relation d'à côté, son encouragement et sa caractérisation comme infidèle, interroge alors la relation conjugale dans plusieurs aspects. D'une part, la spécificité de ce lien vis-à-vis des autres. En quoi se distingue-t-il ? D'autre part, les modalités de fonctionnement du couple qui définissent des espaces à soi et des seuils de tolérance aux actions de l'autre. Ce qui discrimine la relation conjugale des autres relations est bien évidemment la sexualité autorisée et exclusive, garante de la reproduction contrôlée et de la filiation. En revanche, dès qu'on observe les autres contenus relationnels, les frontières sont plus incertaines, notamment lorsqu'on compare les relations amicales et les relations conjugales. Que ce soit les solidarités effectives, ou encore les sentiments d'affection ou pour reprendre les paroles de la chanson d'Henri Tachant, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Bien sûr, le couple Jean-Claude Kaufmann, 1993, l'a montré, est également une affaire de routine qui s'élabore sur le socle d'une socialisation primaire à travers le partage du quotidien. Mais sur cet aspect encore, les tracés entre amis et conjoints sont souvent imprécis, et d'autant plus que le canal d'Internet ou la téléphonie mobile permettent des formes de quotidienneté des relations jusqu'à faire potentiellement concurrence à la relation conjugale. Par exemple, Nina, 37 ans, juriste, en couple avec Romain, 39 ans, bibliothécaire, était en permanence connectée à un collègue de travail. Chaque jour, ils s'envoyaient des textos, s'appelaient pour raconter ce qu'ils étaient en train de faire, avec qui, comment et ce qu'ils comptaient faire.
Ils partageaient les routines du quotidien. Ces échanges reflètent une forme de conjugalisation de la relation amicale. L'indétermination quant aux particularités de la relation conjugale rend possible une interprétation diversifiée, et à l'aune de la rivalité des échanges avec autrui, certains échanges peuvent apparaître ou non concurrentiels, selon la manière dont les conjoints bâtissent leur cohésion et déterminent l'ampleur du partage auquel ils aspirent et consentent. Keller et al., 2004/56. À ce titre, les travaux de Jean Keller révèlent la pluralité des styles conjugaux, parce que les conjoints doivent désormais inventer leur relation qui n'est plus régulée par un modèle intégrateur uni. Cette invention s'opère à travers différents ajustements qui visent à fixer les frontières du groupe familial, à lui assigner des objectifs, et à organiser le travail du groupe. Or, à travers ces ajustements stratégiques, les couples acceptent des formes d'autonomisation ou imposent des degrés de fusion des ressources entre leurs membres. Ils valorisent des objectifs qui ont vocation soit à servir les individualités, soit le couple. Comme toute relation, les relations conjugales créent leurs propres règles de fonctionnement ou, pour reprendre les termes de Graham Allan, leurs propres règles de convenance qui précisent ce qui est pertinent pour une relation, ce qui est permis et désirable et ce qui sort des frontières. Allan 1979/13. Ces règles, qui s'élaborent au fil de l'histoire du couple, procurent plus ou moins d'autonomie et autorisent des libertés plus ou moins grandes. Elles introduisent des contours variables à l'infidélité et à sa reconnaissance. 5. Conclusion. Tension entre support de soi et relation aux autres. Avant d'incriminer les TIC dans les comportements infidèles, il convient dans un premier temps de définir ce que l'on entend par cet adjectif, tellement l'évolution des relations de couple provoque une tension entre les obligations morales et la fidélité à soi, Martuccelli 2006. Certes, l'autonomie individuelle est de mieux en mieux reconnue au sein du couple. Le témoignage de Fabienne, Le Monde 29 décembre 2010, illustre cette exigence. Seuls les gens particulièrement grossiers et mal élevés se permettent de lire des messages et des courriers qui ne leur sont pas destinés. Fût-ce ceux adressés à leur conjoint. Et s'ils y découvrent une infidélité ou des comportements qui les blessent, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Chacun a droit à son jardin secret. Se marier avec son amoureux, ce ne signifie pas qu'il devienne sa chose et que l'on ait un droit de regard sur son intimité. Personne n'appartient à personne. Non mais, inversement, la radicale altérité du conjoint peut bouleverser l'économie conjugale. Le témoignage de Jean Bernard est riche de sens. Après être tombé sur un mail compromettant, en sondant la boîte électronique de sa compagne sur laquelle il avait des doutes, Jean Bernard lui demande des explications. Après lui avoir avoué qu'il avait fouillé dans sa boîte mail, la réaction de sa partenaire est sans appel. Ce fut assez cocasse de la voir me hurler dessus, parce que j'avais osé fouiller dans son intimité. Ce qui semble d'ailleurs être une constante dans ce genre de situation. Moralité, c'est moi qui suis passé pour le salaud de service. Je ne regrette pas ma curiosité, mais j'aurais 2 conseils à donner aujourd'hui, aux cocules. Ne dites pas comment vous avez découvert le poteau rose si vous voulez garder la face. Aux infidèles, pensez aussi à supprimer vos emails envoyés. Dès lors que le couple est censé combler l'existence de chacun, y compris sur le plan érotique, l'infidélité est rarement comprise. Chacun fait des concessions pour rester avec l'autre. Mais inversement, chacun est avec l'autre sans négliger d'être lui-même. Faire des confidences sur le réseau ou tester ses propres capacités de séduction, est-ce tromper? En réalité, poser la question exprime cette tension déjà évoquée. L'existence conjugale suppose de la vivre en sachant que l'autre est une liberté, susceptible à tout moment de revendiquer sa radicale altérité. Vincent 1987/294. Les liaisons numériques constituent un espace de liberté à l'intérieur du couple ou un vecteur de désordre. Tout dépend de la manière dont les couples se construisent et procèdent à des ajustements différentiels en fonction de leurs normes et du degré d'autonomie fusion dans la cohésion conjugale. 6. Bibliographie. Allan, Geta 1979. A Sociology of Friendship and Kinship. London, Allen et Unwin. Vajos, N. Boson, Monsieur Peltzer N. et l'équipe CSF dire. 2008. Enquête sur la sexualité en France.
Pratique, genre et santé. Paris, la découverte. Lao PM 1964. Exchange and Power in Social Life. New Brunswick, London, Transaction Publishers. Boson, Monsieur 1998. La sexualité a-t-elle changé? Regard sur l'activité sexuelle et sur ses significations à l'ère du sida. In Bajos Boson Ferrangiami Spira, la sexualité au temps du sida 11 à 34. Paris PUF. Boson, Monsieur 2008. Pratique et rencontres sexuelles, un répertoire qui s'élargit. In Bajos et al., enquête sur la sexualité en France. Pratique, genre et santé 273 à 295. Paris, la découverte. Boson Monsieur, Errant F 2006. La formation du couple. Texte essentiel pour la sociologie de la famille. Paris, la découverte. Bréchon P. Tchernia J.P. Dire. 2009. La France à travers ses valeurs. Paris, Armand Collin. Casili, AA 2010. Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité. Paris Seuil. Cohen S. 1972. Folk Devils and Moral Panic. London Routledge. The Wild J 2010. Scénario romantique à l'ère d'Internet. Intervention au 41e colloque de l'Institut d'études de la famille et de la sexualité, et il colloque du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités, liens sociaux et Internet dans l'espace privé, Louvain-la-Neuve, 29 au 20 avril 2010. Ferrand A 2007. Confident. Une analyse structurale de réseaux sociaux. Paris l'Harmattan. Grossetti Monsieur 2009. Qu'est-ce qu'une relation sociale? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.